Bonjour et bienvenue à cette session. La guerre en Ukraine va-t-elle sonner le réveil de la défense cyber européenne? Je suis Antoinette Rossi. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour et bienvenue à cette session. La guerre en Ukraine va-t-elle sonner le réveil de la défense cyber européenne? Je m'appelle Antoinette Rossi. Je suis reporter en cybersécurité à Politico et aussi co-auteur d'une newsletter. Avec moi sur scène, nous avons Viktor Stanicki, directeur adjoint du service des actions externes européennes et précédemment à la tête de la directive confidentialité, et aussi Arthur de Liederkerk, directeur des affaires européennes à Rasmussen Global, et précédemment avec le ministère de cybersécurité. Merci à tous et à toutes, avec nous en ligne, mais aussi sur scène. Alors commençons donc. Plus d'un an après le début du conflit en Ukraine, où nous avons eu beaucoup d'attaques cyber, cela a vraiment changé la donne en termes d'adversité. Et la question à ce niveau-là est de savoir, est-ce que cela a sonné le réveil de la défense cyber européenne? On peut commencer avec vous, Victor, sur votre point de perspective. Merci à tous et à toutes. Bienvenue. Je dirais que pour revenir au titre de cette session, est-ce que la guerre en Ukraine va-t-elle sonner le réveil de la défense cyber européenne? La réponse à cette question est oui et non. Beaucoup s'est déroulé dans le sein de l'Union européenne en termes de législation pour la cybersécurité et aussi en termes de coopération entre l'Union européenne et l'Ukraine. Nous avons beaucoup œuvré en termes de coopération, en termes d'accroître notre résilience en termes de cybersécurité. Et nous avons voulu lancer une unité dédiée à cela en 2020 et nous avons élaboré des groupes de travail aussi. Et du point de vue de la défense cyber, il y a un certain nombre de stratégies qui ont été mises en place depuis novembre l'année dernière, donc bien après le début de la guerre en Ukraine. Cela ne vient pas de nulle part. Depuis 2014, nous avions mis en place des législations à ce niveau-là qui nous ont aidés à coordonner les différents efforts et les communautés en termes de la défense cyber. Mais avec la guerre et le besoin qui en découle d'avoir des coopérations plus efficaces en termes militaires, nous avons dû booster notre coopération et ainsi que nos stratégies en termes des législations cyber qui ont été mises en œuvre en novembre l'année dernière. Et cela va de pair avec tous les piliers de la coopération. Je vais m'arrêter là pour le moment afin de vous passer le micro. Merci. Hier, comme beaucoup d'entre vous en ont sûrement entendu parler, nous avions l'idée d'un rempart anti-cyber qui fait partie de la loi de cyber-solidarité. Et ce qui en découle, c'est d'avoir une réserve un peu de cyber pour soutenir les États qui sont concernés par des attaques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que cela veut dire pour le secteur public autant que privé? Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. En effet, je souhaite revenir sur les liens très clairs entre la guerre et notre réaction pour sonner le réveil de la défense cyber européenne. Il faut vraiment souligner l'importance de la coopération. Nous avions une conférence sur les
les chefs de la cybersécurité se sont rencontrés et tous sont d'accord sur le fait qu'il faut absolument renforcer notre coopération entre tous les différents acteurs de la défense, mais aussi dans le monde civil. L'espace de cybersécurité n'érige absolument pas de frontières entre les civils et le monde public. Dans la cybersécurité, l'important est d'agir vite et de manière efficace. Il y a très certainement un besoin davantage d'expertise, d'expérience, comme l'a souligné la conférence en Estonie sur l'inclusion de la société civile. Nous avons rassemblé toutes les expériences et les vécus aussi des membres du public. En Suisse, les expériences là-bas ont montré une approche de coordination, de coopération très claire. Nous pouvons en effet soutenir et former les civils à une activité liée à la sécurité cyber. Mais l'élément central ici, c'est de vraiment forger des liens très clairs entre les législations et de renforcer aussi les liens de coordination et de militarisation. C'est là l'élément central. Merci Alessandro. C'est très important de vraiment renforcer ces partenariats. Un élément clé qui a été souligné aussi et qui peut se voir au vu de la guerre, c'est l'armée de IT et tout le soutien qui lui a été apporté d'un point de vue international. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que c'est quelque chose dont l'Europe peut tirer des leçons dans le contexte européen? Oui, je pense que vous avez raison. Clairement, il est important d'identifier les bonnes leçons dont nous pouvons tirer de la guerre en Ukraine sans forcément aller dans une brèche où tout peut être transféré dans le contexte de l'Union européenne et de l'OTAN. Donc il faut vraiment garder à l'esprit que ceci est un conflit qui est encore en cours et dont nous n'avons pas vu tous les bouleversements qui sont liés. La résilience est vraiment le mot clé ici. Les Ukrainiens ont montré vraiment une volonté, une résilience à transférer les services de cloud en une sorte d'ambassade de données. Une configuration que les Estoniens avaient déjà explorée avec le Luxembourg. Nous pouvons remarquer vraiment une coordination, une coopération très importante privé-public dans toute la société et de là découle toute une réponse très active de la part de la société. Donc c'est vraiment un bouleversement en termes de numérique. Donc vraiment des piliers de mobilisation de la société civile et les systèmes informatiques ont pu vraiment soutenir les autorités politiques afin de cibler la Russie. C'est vraiment crucial pour les partenaires européens et américains dans ce contexte, avec des opérations très ciblées afin de transférer, de cibler les malwares, les systèmes de malveillance russes. Et les Ukrainiens eux-mêmes étaient très impressionnants dans tous les fonds qu'ils ont dédiés vraiment à la formation des équipes de IT et ils ont pu vraiment être concurrents à ce niveau-là. Ce que nous pouvons apprendre de cela en Europe, c'est l'idée de cette armée IT et on peut essayer de vérifier ce qui a bien fonctionné en Ukraine. Il y a certaines complexités d'un point de vue juridique, d'un point de vue international, en termes de fusion un petit peu des parties civiles et des parties publiques. Nous pouvons vraiment œuvrer davantage à ce niveau-là, mais nous devons
vraiment être assez exclusif et sélectionner les bonnes méthodologies. Merci, Arta. Nous avons parlé un petit peu des perspectives européennes. Je suis également curieuse d'en savoir plus sur les différents États membres, comment eux peuvent individuellement booster leur défense cyber. Il nous manque malheureusement un intervenant, Lénard, du ministère de la Défense. Mais peut-être, Arthur, je peux vous poser cette question à nouveau à vous, en tant que membre des équipes sur la cybersécurité en France. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples sur ce que les États membres ont comme en termes de force, de qualité à ce niveau-là? Je peux parler peut-être un petit peu du point de vue des États membres. Au cours des années, au fil du temps, les États membres ont appris à vraiment saisir l'importance de la sécurité cyber afin de vraiment se développer en termes de capacité. Nous l'avons vu avec de grandes initiatives à échelle européenne, mais aussi à échelle des États membres, et je vais parler au nom de la France. Il y a eu une importance très, très forte et très remarquable pour des ressources plus importantes et des réformes en termes de l'impact que ces différents changements ont pu avoir avec les membres de l'OTAN. La France, pendant sa présidence, au moment de sa présidence européenne, avec le soutien de ses partenaires européens, a vraiment lancé un nombre de projets dont la conférence commune des chefs de la cybersécurité, tout en étant très proche très apte à une collaboration militaire. Et même s'il promettait des blueprints, ils ont toujours fait en sorte que le militaire était en négociation, en discussion constante avec des points de contact très clairs. Donc les États membres ont vraiment un rôle moteur sur un grand nombre de ces questions sensibles et également au niveau de la division des compétences. Si les États membres ne sont vraiment pas les véhicules du changement, les catalyseurs de changement, de pouvoir structurer des coopérations, c'est vraiment leur rôle. Victor, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose à cela? Oui, je pense que Alessandra a également beaucoup d'expérience sur ce que les États membres peuvent entreprendre mieux ou différemment et comment les institutions peuvent être impliquées et comment elles peuvent réagir. Ce que je pense qu'il est important à souligner ici, c'est que la défense en tant que sécurité pour les États membres, c'est quelque chose nous pouvons faciliter des forums d'échange, nous pouvons également partager des vécus et les meilleures pratiques. Sans que les institutions aient à vraiment imposer cela aux États membres. Dans un même temps, il faut vérifier toutes ces directives de plus près. Donc nous avons par exemple tout un toolbox, un toolkit d'outillage au niveau européen. Donc ce sont les compétences des États membres et cela restera ainsi, ce sera dans le cadre des compétences des États membres eux-mêmes. Ils ont déjà des impulsions, des algorithmes, pour ainsi dire, sur l'attribution des processus et comment ces processus peuvent être élaborés et mis au point à échelle nationale. Et le fait que cela a été discuté, cela a été vraiment au cœur des prises de décision, cela a motivé un grand nombre d'autres États membres de mettre en œuvre des modes de pratique, des méthodologies qui peuvent être similaires.
Et c'est le même scénario pour la défense. Via les échanges, via les inspirations que peuvent apporter les États membres, on peut toujours s'améliorer et changer nos méthodologies afin de vraiment les renforcer et renforcer certaines pratiques qui n'étaient pas forcément le cas précédemment. Je vais m'arrêter maintenant juste pour répondre à cette question. Je suis absolument d'accord avec tout ce qui a été souligné jusqu'à présent. C'est vraiment leur responsabilité des États membres, comme vous l'avez souligné. Il y a également différents niveaux entre les États membres. C'est important d'avoir cette série d'initiatives. Donc la conférence des chefs de cybersécurité en est un bon exemple. Cela illustre le fait que le flux, l'échange des informations, les échanges entre les États membres et ce qu'ils veulent atteindre dans le contexte de l'Union européenne. Je souhaite également mentionner 2 autres exemples pour vous donner un petit peu un aperçu de ce qui se passe. Premièrement, vous avez sans doute entendu parler du projet PESCO, de Cyber Rapid Response Team, qui a montré sa capacité à soutenir de nouvelles missions, mais aussi avec des États externes à l'Union européenne. Et il y a différentes approches en fonction des États membres. Donc certains États membres, comme par exemple la France, ont une équipe assez large et ils opèrent ensemble, alors que d'autres États membres ont un petit peu moins de membres de l'équipage et sont un petit peu de moins grande envergure. Mais il ne s'agit pas de choisir entre les deux, c'est vraiment l'importance de la coordination, de la coopération entre les États membres. C'est vraiment la clé de la réussite, la coordination. Donc constamment coopérer afin d'être plus efficace d'un point de vue de la défense. Le deuxième aspect clé que je souhaite souligner, c'est le MICNET, le projet MICNET, un programme qui approfondit la coopération entre les CERT nationaux. En novembre dernier, 18 premiers ministres ont signé le MICNET. D'autres États membres vont nous rejoindre bientôt. Et c'est en effet une étape importante, car il s'agit de définir les procédures. Et pour réaffirmer ce que Victor a souligné plus tôt, en Ukraine, ils se sont vraiment préparés à long terme. Ils ont vraiment se sont préparés en amont. Et il y a cette nécessité de bien se préparer. Je pense que nous sommes, en tant qu'État membre, nous sommes prêts, mais il nous faut davantage de coopération afin que les actions puissent être menées à bien. Et nous œuvrons là-dessus. Arthur, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je souhaite juste réagir sur 2 points et je suis tout à fait d'accord avec ce que Alex a indiqué. La résilience vraiment remarquable de l'Ukraine ne vient pas de nulle part. Ça leur a pris des années de préparation, de mesures proactives en termes de la défense, qui étaient considérées pendant longtemps comme quelque chose de moindre importance. Mais là, ils ont réagi de manière très, très efficace. Donc il y a beaucoup d'efforts de la part de l'Union européenne au fil des années afin de vraiment mettre en place et de se préparer collectivement via des doctrines très claires. Et je souhaite aussi commenter sur l'idée du contexte PESCO, de Cyber Rapid Response Team, qui est lancé par les États membres. C'est un excellent exemple sur le fait que l'Europe a été vraiment en tête de mire des capacités, des projets. Et cela a inspiré d'autres projets. Et PESCO a été lancé dans les étapes initiales de la guerre. Et l'OTAN fait œuvre aussi pour des actions assez complémentaires. Mais toutes ces décisions ont été lancées en termes de Virtual Active Response. Et ce sont vraiment des piliers de la construction, de la reconstruction d'un point de vue européen. Et c'est important d'avoir ces États membres, d'avoir l'Union européenne, les OTAN, et qui puissent vraiment
réintégrer toute leur méthodologie ensemble et coopérer. Cela souligne, ça nous ramène à un point sur l'OTAN. Dans quelle mesure est-ce que l'Union européenne peut travailler avec l'OTAN sur la cybersécurité? Pas tous ces pays sont membres de l'OTAN. Est-ce que, Victor, vous pouvez répondre à cette question? Oui, je suis certain que Alessandro et Arthur pourraient répondre également. Nous travaillons étroitement avec l'OTAN en termes de cybersécurité. Il y a bien sûr le dialogue en continu entre les Nations Unies et l'OTAN en termes de cybersécurité à échelle nationale sur les thématiques liées à la cybersécurité. Nous avons le toolbox de Cyber Diplomacy qui a été mis en œuvre et l'OTAN a également travaillé sur son propre playbook au sujet de différentes activités cyber security. Et nous avons des perspectives infinies à ce sujet-là. Nous avons eu des déclarations jointes entre l'OTAN et les États membres. Et notre objectif est d'accroître cette coopération, de la renforcer. C'est un des éléments clés dans notre stratégie que nous avons mentionné au sujet de la cyberdéfense. Donc cette idée de partenariat, c'est vraiment un des piliers de toute notre approche, car nous pouvons très clairement voir qu'une coordination améliorée peut à son tour améliorer également notre méthodologie elle-même. Donc nous devons vraiment continuer cette coopération. Nous avons également mentionné le cas des États-Unis avec l'Ukraine, mais aussi avec des organisations internationales, des institutions comme l'OTAN. Merci. Je souhaite éclairer cette notion-là à la lumière de quelques éléments clés. D'une part, nous avons notre coopération avec la Suède, la Finlande. Il y a la volonté d'avoir vraiment une approche unifiée. Ce qui est important, c'est d'avoir une approche commune au niveau de la défense, de la cybersécurité. Et ils sont, comme je l'ai mentionné, ce sont eux vraiment les moteurs du changement, donc tous les différents États membres. Donc avoir la coordination, et je le répète toujours, est crucial à ce niveau-là. Nous avions une déclaration conjointe de novembre entre la Commission et les représentants au sujet de la politique de cyber security. Nous avons eu IDCC, donc nous avions le centre de coordination. Il est crucial d'avoir un nouveau centre de coopération. Ce qui est crucial maintenant, c'est d'un côté un ensemble de procédures, d'avoir une procédure qui puisse être complémentaire entre les actions menées à échelle européenne et les actions menées à échelle de l'OTAN. Nous devons avoir une réponse Nous avons notre Cyber Rapid Response Team et d'un autre côté, identifier avec une autre structure, donc d'avoir un centre de coordination cyber qui pourra jouer un rôle important en termes de coordination des actions au sein de l'Union européenne, parmi les États membres, mais aussi pour un intérêt commun du point de vue de l'OTAN. C'est ainsi que je le vois. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être mentionné. J'ajouterais que, au-delà de cyber security, les actions sont bien plus éloquentes que les mots seulement. Donc nous devons mener des actions qui montrent les valeurs ajoutées que chaque organisation peut avoir. Le Danemark, qui depuis 1993 avait décidé avait rejoint par référendum ces procédures européennes. Et pas au contraire, la Finlande, la Suède, États membres de l'Union européenne, ont demandé une adhésion à l'OTAN car il y a
des intérêts et des capacités complémentaires. Donc nous pouvons voir que les deux organisations apportent vraiment beaucoup en termes d'action et une réelle valeur ajoutée qui ne peut que se faire à travers une coordination très claire. En 2016, nous avions une accélération un petit peu des demandes en termes de cybersécurité et beaucoup du travail qui a été mené à ce niveau-là était un petit peu plus technique. CERTI et EU, par exemple, et d'autres institutions et mouvements ont pu vraiment échanger en termes d'information, de cybersécurité. Nous avons également vu que certains États membres ont voulu rejoindre Rothschild. Nous avons eu aussi beaucoup qui s'est entrepris à échelle politique. Nous avons donc mentionné PESCO et le Cyber Rapid Response Team, et ce qui peut être aussi une source d'inspiration pour l'OTAN. Un centre d'excellence qui est ouvert depuis 2008 à Tallinn, qui a joué un rôle important pour pousser l'Union européenne à son tour lancer un centre de compétences qui sera ouvert à Bucarest. Tout cela nous en dit long sur le fait que les institutions et les organisations doivent vraiment s'inspirer mutuellement afin d'œuvrer ensemble à la coordination. En janvier 2023, ou peut-être juste avant en 2022, nous avions la dernière déclaration entre UE et OTAN pour un task force conjoint pour une infrastructure améliorée. Et il y a évidemment un élément de sécurité très important. Donc nous avons différents impacts, mais vraiment tout un groupe qui travaille là-dessus en amont. Je pense que cela fait sens. Merci Arthur. Malheureusement, la guerre ne semble pas avoir de fin à ce stade. Dans le contexte du conflit, les ressources évidemment ne sont pas illimitées. Donc ma question serait, comment est-ce que l'Union européenne a aidé l'Ukraine jusqu'à maintenant et peut-elle continuer à aider l'Ukraine en termes de cybersécurité? Nous avons beaucoup appris de l'Ukraine en termes de cybersécurité, mais qu'est-ce que nous pouvons œuvrer, qu'est-ce que nous pouvons faire afin d'aider l'Ukraine davantage? Oui, vous soulignez tout à fait que pour le moment, il n'y a pas de fin en vue à la guerre. Elle s'enlise. Nous avons vu un petit peu plus tôt cette semaine que l'Europe est vraiment derrière l'Ukraine. Ça, c'est le point de départ. Que nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir l'Ukraine afin que l'Ukraine puisse se défendre. Nous avons entrepris beaucoup jusqu'à présent en termes de la défense cœur, pour ainsi dire. Mais cela inclut aussi la cybersécurité. Concrètement, en termes de cybersécurité, nous souhaitons continuer les échanges, les mesures de coopération que nous avons établies, notamment à travers des initiatives avec le secteur privé qui peuvent soutenir l'Ukraine autant que possible. Cela inclut des financements qui peuvent aussi soutenir l'Ukraine et cela sera fait. Donc pour avancer, d'un point de vue politique, nous œuvrons à continuer les coopérations dans des contextes bilatéraux. Donc continuer ce soutien pour l'Ukraine et de tenir pour responsable aussi en termes des espaces de cybersécurité, faire en sorte que nous puissions le faire de manière efficace. Et ensuite, nous allons voir un petit peu dans les autres secteurs d'activité comment nous pouvons soutenir l'Ukraine. Corrigez-moi si j'ai tort, mais est-ce que c'était la première fois que l'UE a contribué à une cyberattaque via le satellite? Oui, tout à fait. C'était la première fois qu'il y a eu une attribution coordonnée européenne. Donc,
Cette attaque Viasat, pour ceux qui ne le sauraient pas, même si je suis sûre que la plupart d'entre vous connaissent, il s'agissait en fait d'une attaque pendant 2 heures avant le début de l'invasion, donc en février de l'an dernier. Ça a eu un effet négatif sur la capacité de beaucoup d'organes administratifs en Ukraine. Ils étaient incapables de communiquer, y compris des organisations militaires, et cela a eu aussi des répercussions sur d'autres parties de l'Europe. Il y a eu plusieurs modems européens qui ont été touchés aussi, avec une coupure des communications pour les wind farms. L'an dernier, nous avons fait une déclaration au nom des États membres de l'Union européenne pour stopper cette action. Et ça a été la première fois où tous les États membres, de manière coordonnée, ont convenu de s'exprimer de manière claire à la Russie. Alors encore peut-être une question, et puis ensuite on permettra à l'audience de poser des questions, parce que je suis sûre que certains d'entre eux ont des questions urgentes. Il semblerait que en termes de cybersécurité, et pas seulement de la défense traditionnelle, pour le moment il y a beaucoup de discussions en termes d'infrastructure, avec la 5G, avec cet examen de la boîte à outils. Donc on voit qu'il y a plusieurs outils qui composent notre monde numérique, aussi le Cyber Resilience Act. Donc je voulais savoir si certains d'entre vous aimeraient prendre un petit peu la parole pour présenter un petit peu plus ce boost qu'il y a eu autour des renforcement des infrastructures. Je ne dirais pas protectionnisme, mais oui, voilà, renforcement, avec une protection de la chaîne d'approvisionnement européenne. Je vais commencer en apportant quelques éléments de précision. Alors, je dirais que les infrastructures d'information primordiales doivent être protégées. C'est un élément essentiel. Je pense qu'on a un point de vue cyber, puisque bien sûr la cyberprotection de ces infrastructures pour la chaîne d'approvisionnement, ça la reste que primordial, bien sûr, mais je pense que ça s'inscrit dans la guerre moderne. Ça va un petit peu au-delà du cyber. Et j'aimerais aussi mentionner l'importance de changer de paradigme sur la guerre, notamment pour l'OTAN ces derniers mois. Je pense qu'on a pu voir qu'il y a eu des concepts d'opération sur plusieurs domaines. C'est ce que les Américains appellent tous les domaines. Donc ici, l'idée, c'est d'avoir un type d'action gouvernementale qui est complète. Donc imaginons qu'on ne peut pas imaginer un seul État membre qui envisage de soutenir l'Ukraine et qu'en réaction, on reçoive des attaques dans nos infrastructures internes. Il faut pouvoir renforcer cela. Donc je pense que ce qui est évident dans la guerre en Ukraine, c'est qu'il faut vraiment prendre en compte qu'il est temps d'adopter un point de vue sur la guerre qui soit entièrement concentré sur les différents gouvernements. Parfois, il faudrait que les activités soient plus rapides, qu'elles puissent être enclenchées plus rapidement, et là où on en a besoin. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. J'aimerais juste revenir un petit peu sur la question précédente, sur ce qu'on pourrait faire pour aider l'Ukraine avec des moyens limités. Ils ne sont pas extensibles à volonté. Je pense qu'il y a 3 éléments que j'aimerais examiner. Donc d'abord, alors je serais peut-être un peu, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi puisque voilà, je ne suis pas représentant officiel du ministère, mais je crois que c'est ce que disait le général Bonnemaison hier, et notamment lorsqu'il s'exprime auprès de l'Assemblée nationale, c'est que les États-Unis étaient en mesure de proposer aux Américains plusieurs missions pratiques, et j'aimerais demander à avoir une capacité européenne, et je pense que c'est quelque chose qui vraiment
devrait être possible de faire, c'est que proposer à nos alliés des capacités, à nos partenaires, fournir des experts qui peuvent aller sur le terrain pour examiner, collecter des preuves et même neutraliser les malwares dans le réseau. Autre chose que j'aimerais présenter, que j'aimerais dire qui serait nécessaire, mais il ne serait pas forcément trop cher, ce serait former nos homologues ukrainiens. Je sais qu'il y a quelque chose qui a déjà été fait dans cette idée. Il y a eu un dialogue de cybersécurité avec l'Ukraine, avec le cadre du partenariat des pays de l'Est, avec un dialogue. Je pense qu'il y a encore beaucoup à apprendre d'eux, mais je pense qu'on peut aussi contribuer à ce processus d'apprentissage avec notre expertise. Parce que voilà, cet exercice d'apprentissage, ça reste au cœur du partage des informations, de la confiance. Et quand l'Ukraine deviendra un partenaire de l'OTAN, je pense que ça nous sera très utile. On a plusieurs entreprises de cybersécurité en Europe et on a toujours parlé de la Big Tech américaine comme étant un grand soutien aux partenaires ukrainiens. Mais certaines de nos entreprises européennes ont été déjà à l'avant pour aider l'Ukraine, pour déjà aider nos partenaires ukrainiens contre les cybermenaces, en apportant gratuitement des logiciels quand ils en avaient besoin. Et je pense qu'il faudrait un petit peu se pencher sur l'utilisation de fonds publics pour pouvoir soutenir ce type d'entreprise pour qu'elles puissent être actives dans l'aide à l'Ukraine. Et peut-être aussi un meilleur marketing. Oui, tout à fait. On connaît Microsoft, Google, on sait qu'ils aident l'Ukraine, mais on ne connaît pas d'entreprise européenne qui serait venue en aide à l'Ukraine. Donc oui, un peu plus de marketing. Pour ceux qui ne le savent pas, le général Bonnemaison, qui est le directeur de la cyberdéfense française, a exprimé qu'il aimerait accélérer les opérations et que que l'accélération des opérations américaines a été un petit peu vue d'un mauvais œil parce que c'était comparé à de l'espionnage et ça, il l'a critiqué. Donc peut-être que vous aimeriez ajouter quelque chose sur ces deux points. Oui, par rapport à notre renforcement et à ce qu'a dit Alessandro, par rapport à la complexité du monde actuel. Alors oui, en effet, quand vous pensez aux différents silos, quand vous pensez en silo, c'est simple, mais quand vous avez une vision un peu plus globale, pour voir un petit peu comment renforcer votre cyberdéfense, eh bien, c'est en la renforçant que vous avez la meilleure capacité de détection. Mais si vous n'avez pas, par exemple, d'électricité, eh bien, ça ne pourra pas fonctionner. C'est tout simple, aussi simple que ça. Donc, le conflit en Ukraine exprime aussi à quel point on peut être dépendant dans la chaîne d'approvisionnement. Et je pense qu'il faut repenser cela, pas seulement d'un point de vue de confiance, mais aussi de chaîne d'approvisionnement et de transport, de disponibilité de pétrole, et aussi sur d'autres thématiques. Par exemple, cette colonne vertébrale du digital, c'est l'énergie. Cette énergie, cet approvisionnement doit être sécurisé des différentes attaques. Et j'aimerais juste signaler que ça fait partie de la réflexion que nous faisons de notre côté. Ce n'est pas entièrement lié au cyber, mais en novembre l'an dernier, nous avons communiqué une déclaration sur la communication et que si on voulait que nos forces, même nos forces de l'OTAN soient plus mobiles, eh bien, il faut pouvoir nous assurer qu'on ait l'infrastructure nécessaire, donc que ce soit par le train, par la route, et il faut qu'elle soit adaptée. Donc, on ne peut pas transporter des tanks s'ils ne peuvent pas emprunter les ponts ou si les routes ne sont pas en bon état ou suffisamment larges. Et il en est de même pour le déploiement de plus en plus d'intégration cyber. C'est ce qu'a dit Alessandro. Il a cité l'approche multilatérale américaine. Oui, juste un élément. J'aimerais juste mentionner que s'il y a quelque chose qui est bien important, c'est que quand on pense à l'Ukraine, c'est comment il se protège. Ça a été essentiel. Ils ont eu la capacité de transférer la population via les réseaux ferroviaires en mobilisant des trains et ça a été essentiel. Donc j'aimerais juste dire qu'il faut pouvoir éviter
d'examiner les choses d'un point de vue de silo, d'un point de vue isolé. Il faut avoir une vision globale, multilatérale, pour tout prendre en compte. Le cyber n'est qu'un élément clé pour pouvoir examiner tous les autres. Merci beaucoup, Alessandro. Alors, oui, c'est étonnant, mais le cyber est partout. Et il faut pouvoir le mettre en œuvre. Je vais maintenant laisser la possibilité au public de poser des questions. Si en ligne ou ici, présent dans la salle, vous avez des questions à adresser à nos orateurs, je vous en prie. Pas de questions? On va pouvoir poursuivre la conversation. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose, Victor? Je pense qu'on a beaucoup répété, mais on a beaucoup parlé, mais l'un des éléments qui a été important, c'est ce qu'a dit Alessandro, c'est qu'il a beaucoup de choses à nous raconter. C'est que je sais que vous avez beaucoup de choses à nous raconter. Parce qu'il y a beaucoup de projets que l'Agence européenne de la défense met en œuvre de manière conjointe avec la Commission européenne. Pour revenir un petit peu à la communication conjointe de la politique de cyberdéfense européenne, l'un des piliers de la coopération, c'est que cela reste très très important. Nous avons découvert, enfin pas entièrement, mais nous sommes rendus compte que par rapport au monde civil, les acteurs de la défense n'étaient pas aussi bien coordonnés que peuvent l'être les civils. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'organisation comme c'est le cas pour les civils, en tout cas dans le monde cyber. Deuxième pilier vraiment très très important, c'est qu'il faut nous assurer d'investir dans la cyberdéfense et dans des solutions. Et là, je m'adresse encore une fois à Alessandro en disant que nous adorerions voir un petit peu plus de collaboration, des approches coordonnées de la part de nos États membres pour pouvoir mieux agir ensemble et en utilisant PESCO. Mais aussi, il ne faut pas oublier que la Commission est impliquée aussi en fournissant des recherches et en investissant dans divers développements avec différents fonds d'investissement. Et c'est un élément primordial puisque quand on examine cela par rapport à là où nous en sommes, à notre position en tant qu'Union européenne par rapport aux investissements fournis par les États-Unis ou la Chine, nous sommes bien inférieurs. Donc je suis un petit peu alarmée et je me tourne vers Alessandro pour voir s'il aurait quelques bons exemples à nous partager, des exemples de projets de collaboration que vous avez déjà mis en cours. Oui, tout à fait. Donc l'investissement reste primordial, évidemment. PESCO a été mentionné un petit peu plus tôt et soit en passant, dans cette coopération, chaque État membre ensemble ont décidé de s'engager davantage, de faire plus. Et je pense qu'il y a un engagement plus fort encore sur le cyber pour y apporter plus d'activités. Et je pense que oui, j'ai de très bons exemples d'activités qui ont été menées sur le cyber. J'en ai parlé un petit peu plus tôt, le CLDTC, donc le Centre de contrôle de communication, qui est un projet du PESCO. Et ici, les États membres l'ont financé. Il y a aussi des projets de collaboration où la Commission est cofinanceur. Donc il y a une partie du financement qui vient des États membres, l'autre de la Commission, et tous ensemble collaborent pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Ce n'est pas seulement les fonds de défense européens. Comme on peut le voir, c'est que le cyber est bien plus transversal. J'aimerais juste mentionner, avant de poursuivre plus avant de l'équipe de réaction, j'aimerais revenir sur la boîte à outils. Il ne faut pas oublier que c'est G-Connect qui l'a financé en partie. Donc la Commission n'a pas seulement un point de vue de défense, mais elle a un point de vue plus global. Dans mon agence, nous avons tout un ensemble de projets collaboratifs qui sont mis en œuvre sur le long terme, avec plusieurs projets qui sont liés à l'IA. Ils sont évidemment très importants, majeurs d'intégrer l'IA dans les outils cyber et dans les prises de décision. Nous avons aussi d'autres projets qui sont plutôt penchés sur les capacités.
Les capacités, c'est ce qui couvre tous les aspects, pas seulement les éléments matériaux, les logiciels, mais aussi tout ce qui est lié à aux formations, à la doctrine, à l'organisation, au concept, beaucoup d'éléments qui sont compris et auxquels nous devons prêter attention. J'aimerais juste conclure en rappelant ce qui est intégré dans cette cyberpolitique, c'est demander aux États membres de faire un effort, d'aller plus loin pour investir ensemble, parce que je pense que cette initiative doit être prise de concert. J'ai l'habitude de dire dans le contexte européen, c'est qu'il n'y a pas de gros États membres, il y a plein de petits États membres, et certains ne le savent peut-être pas, mais ils ne sont pas suffisamment grands, mais il n'y a pas d'États membres qui soient suffisamment gros ou qui soient trop gros. Donc il faut vraiment pouvoir collaborer ensemble pour investir ensemble. Merci beaucoup. Pour l'avenir, est-ce qu'on devrait s'attendre à une nouvelle attaque novatrice de la part de la Russie? Je peux voir qu'aujourd'hui, j'ai vu une déclaration du ministère de l'étranger de la Russie qui accuse l'Ukraine de les avoir d'avoir attaqué leurs satellites avec l'aide des partenaires internationaux. Ça n'a pas été confirmé par des porte-paroles occidentaux, mais est-ce qu'on pourrait s'attendre à une deuxième vague de cyberattaques? Est-ce que vous pourriez partager votre point de vue? Arthur, peut-être? Ah oui, évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, donc c'est très difficile de faire des prédictions, ce qui nous arrivera à l'avenir, mais je dirais que on n'a pas encore vu toute la portée des capacités russes. C'est peut-être parce qu'ils ont peur des répercussions, peut-être parce qu'ils s'attendaient à une action rapide en Ukraine et que du coup ils ont dû se réorganiser au niveau interne, peut-être parce qu'ils comptent sur les capacités des cybercriminels et que maintenant ils se rendent compte qu'ils ne sont pas aussi efficaces qu'ils l'auraient pensé. Mais voilà, je ne sous-estimerai pas la portée de leur action. Et je pense que on devrait mettre tous nos sens en alerte et peut-être de plus en plus investir aussi dans le domaine physique avec la contre-offensive ukrainienne qui est en train de se développer et s'attendre à une réaction dans le cyberespace. Ce n'est pas à exclure. On sait depuis des années que dans ce conflit, ils ont fait preuve. C'est pas un peu le Pearl Harbor cyber de notre époque. Donc ils ont vraiment de grandes campagnes de grande ampleur qui ont été efficaces. Donc je pense qu'il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas non plus négliger le fait qu'il y a d'autres acteurs qui pourraient être influents et renforcer ce brouillard de guerre pour faire avancer leurs intérêts. Nous avons divers acteurs menaçants qui ont leur agenda et que tout cela converge vers la Russie pour pouvoir profiter. Donc voilà, je dirais qu'il faut faire attention à ce qui pourrait survenir parce que je pense qu'on n'a pas encore tout vu. Nous avons un public qui... Nous avons quelqu'un qui aurait une question. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous présenter? Je m'appelle Oshin, je travaille avec l'USSS. J'aurais une question concernant la cyberdéfense. Et j'aimerais en savoir plus sur la cyberoffense, donc la cyberattaque. On a parlé des cyberforces qui ont fait un communiqué récemment sur les forces offensives qui pourraient être un petit peu plus transparentes. Donc, on sait que normalement on est assez timide, on ne veut pas expliquer nos capacités en termes de cyberoffense. La cyberdéfense, oui, mais pas la cyberoffense. Donc, je me demandais un petit peu ce que vous pensez de ce type de transparence en communiquant ce type d'informations de la part des gouvernements. Est-ce qu'on a des capacités cyberoffensives qui sont ouvertes à la discussion ou non? Donc voilà, est-ce que vous pensez qu'il faut être un petit peu plus transparent envers le monde pour expliquer un peu plus quelles sont nos capacités?
Merci beaucoup. Excellente question. Victor? Alors oui, je serais ravie d'en parler, mais je vais aussi me tourner vers Alessandro pour tout commentaire complémentaire. Alors, je vais essayer de tout rassembler. Première chose, c'est dans cette cybercommunication, nous espérons pouvoir communiquer toutes nos capacités, y compris nos capacités offensives, mais voilà, ça relève de la compétence des États membres. On ne parle pas ici de l'utilisation des capacités cyberoffensives, parce que de fait, ça n'existe pas en tant que tel. Les capacités au niveau des États membres existent et on encourage le développement de tout le spectre des cybercapacités, y compris les offensives. Deuxième élément, et c'est ce que j'ai aussi retenu de votre question, c'est dans quelle mesure l'existence de ces capacités où est-ce qu'elles se trouvent d'un point de vue dans un contexte normatif. Alors nous avons déjà toute une liste. Nous travaillons déjà avec les Nations Unies sur des sujets similaires, aussi sur les lois humanitaires, sur la création de normes, de la promotion de normes pour un comportement responsable des États membres. Et dans ce sens, si les États, que ce soit les États membres ou non, s'ils sont en possession de capacités offensives et qu'ils les utilisent en coordination avec les lois internationales et de manière responsable, alors légitimement, il n'y a rien à dire. Je pense que ça, c'est important à le préciser dans le contexte actuel. Quand on encourage le développement et on soutient également avec le travail et en soulignant avec des normes, en disant que ces normes existent à l'échelle internationale, même dans le cybermonde, et que l'utilisation potentielle de ces capacités peut avoir des répercussions ou non. Arthur? Oui, j'aimerais... désolé, je me tourne vers Victor. Victor a donné un très bon aperçu général. J'aimerais juste ajouter deux éléments. C'est de la responsabilité des États membres. On ne parle pas de l'Union européenne. Et au début, j'ai dit que tous les États membres n'étaient pas au même niveau en termes de cybersécurité et cyberoffense. Et on a un besoin aussi de faire passer au niveau supérieur tous les États membres. Il y a deux éléments à prendre en compte quand on parle de cyberoffense. Ce sont les capacités et la capacité politique de soutenir ces capacités. Donc, c'est deux éléments supplémentaires à prendre en compte. Et les États membres ne diront pas quelles sont leurs capacités d'attaque offensive. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à comprendre, mais oui, c'est l'un des éléments à prendre en compte dans le contexte expliqué par Victor. Et je pense qu'il faut aussi porter les efforts de la part de tous les États membres avec un certain niveau de capacité. Je ne parle pas d'éléments politiques, mais seulement des capacités. Donc, collaborer ensemble. J'aimerais juste vous poser une question, Arthur. Un membre du public a dit que le Royaume-Uni avait publié un communiqué, avait dévoilé certains éléments concernant leur stratégie. Est-ce que vous pensez que c'est utile pour les autres États membres de l'UE? Est-ce qu'eux, ils devraient suivre le modèle, même si le Royaume-Uni n'est plus membre de l'UE? Ça va un petit peu dans la même idée qu'on encourage les entreprises à divulguer lorsqu'elles ont été victimes d'attaques, pour que d'autres puissent tirer les enseignements. Est-ce que vous pensez qu'on devrait faire la même chose pour les États membres? Oui. Oui, c'est communiqué de la part du Royaume-Uni, ce n'est pas le premier. D'autres pays l'ont fait avant. La France, par exemple, qui l'a fait en 2019 avec la doctrine de lutte informatique offensive. Et selon moi, il y a deux mérites à cela. C'est que même si pour beaucoup de pays, ils ont les capacités, mais ils n'en font pas forcément la publicité, mais que voilà, ils ont quand même fait une communication publique. Ça a été un avantage.
Le premier, ça a été de décourager les attaques et de communiquer très clairement à leurs adversaires en disant que voilà, vous avez ces capacités et vous avez l'intention de vous en servir si vous en ressentez le besoin. Et bien sûr, pour les alliés, ça a l'avantage d'expliquer plus clairement le contexte, le cadre, les mécanismes dans lesquels ils peuvent être utilisés. Dans le contexte de l'OTAN, par exemple, il y a un mécanisme qui est utilisé, le SCEPFA. Donc c'est un cadre d'action avec les alliés où les États membres individuellement peuvent proposer à leurs alliés d'utiliser leurs propres capacités cyberoffensives pour des missions offensives sous le contrôle des États membres. Mais voilà, pour l'avantage de leurs alliés. Donc je pense que ça, c'est mérite, encore une fois. L'exemple de l'OTAN montre que c'est quelque chose qui peut être réalisé avec un cadre strict, avec des prérogatives nationales et un échange, un contexte multinational. Et je pense que du coup, le communiqué du Royaume-Uni ne sera pas le dernier. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions avant de conclure cette session? Pas de questions. Je vous remercie, messieurs, d'avoir partagé vos différents points de vue. C'était une discussion extrêmement enrichissante. Merci.